Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast BBN, l'édition du 12 juin 2020 en ligne sur à peu près tous les réseaux sociaux. Ça, c'est le fun. Donc, Jeff Morancy qui est là avec vous pour vous livrer cette nouvelle édition-là du 12 juin. On entre ensemble pour les 30 prochaines minutes. Et ce soir, dans le podcast, on va le consacrer entièrement à l'analyse du groupe numéro C et principalement de l'Impact de Montréal. Parce que je veux qu'on regarde avec attention le groupe C, mais principalement l'Impact de Montréal. Donc, je ne vais pas décortiquer le groupe avec vous ce soir, mais on va voir où l'Impact pourrait se positionner à la sortie de ce tournoi-là du côté de Orlando et comment il va se positionner au sein du groupe numéro C. Donc, c'est un peu le line-up de ce soir. Et avant de le regarder avec vous, ce line-up-là, je veux qu'on regarde le groupe C, les composés de quoi? La tête de série. Le Toronto FC, qu'on adore, combien détesté ici à Montréal et dans la province de Québec. Les Revs de la Nouvelle-Angleterre qui sont également à l'intérieur du pôle numéro C. Bien sûr, l'Impact de Montréal et DC United qui est la 4e formation à joindre les rangs du groupe C dans la conférence de l'Est. Donc, si on regarde en détail le line-up de l'épisode de ce soir, IMFC, MLS is back, qui termine premier dans le pool numéro C. Donc, vous aviez le choix. Est-ce que c'est Toronto? Est-ce que c'est New England? Est-ce que c'est Montréal ou DC United? On va regarder tout ça ensemble au cours de la prochaine demi-heure. Où termine l'Impact de Montréal? Ça, c'est une bonne question et ça va être intéressant de le déterminer pour qu'on puisse voir si l'Impact va se rendre loin finalement dans cette formule tournoi-là. Dès la semaine prochaine, si vous suivez le podcast BBN et l'édition vidéo qu'on vous présente en ce moment, je vous invite à nous suivre via le compte Periscope de l'émission. Ça va être encore plus facile parce que vous aurez une alerte chaque fois qu'on entre en live. On va être live comme ça en vidéo du lundi au vendredi la semaine prochaine sur le coup de 20h. Donc, on va décortiquer justement les perspectives de l'Impact et jusqu'où il pourrait aller dans cette formule tournoi-là présentée du côté de Orlando. Et troisième point ce soir à l'honneur, les fans de l'Impact sont durs à suivre et sont pessimistes envers les performances éventuelles de l'Impact de Montréal au sein de ce tournoi-là. Je vais vous expliquer pourquoi le troisième point, je l'ai inclus. Pourquoi je trouve que les fans de l'Impact sont pessimistes et qu'ils sont durs finalement envers les performances éventuelles de l'Impact de Montréal dans ce tournoi-là. C'est fort simple. Aujourd'hui, sur les médias sociaux, je vous ai spiné 2 questions. La première étant qui termine premier dans le groupe C? Vous avez répondu l'Impact de Montréal à 47%. Donc, beaucoup de confiance à la question qui termine premier dans le groupe C. Vous m'avez répondu l'Impact de Montréal et on va y revenir plus tard. Mais dans la deuxième question que je vous posais, là, je voulais juste savoir qui terminait premier. Qui termine premier dans le groupe C. Vous m'avez répondu l'Impact. Et où termine l'Impact dans le groupe C? Vous m'avez répondu deuxième. Donc, c'est pas clair. Et ça va être intéressant de suivre tout ça. Mais on va revenir pour l'instant sur notre question. Qui termine premier exactement à l'intérieur? Pardon, je viens de me tromper. On va y aller. C'est ça. Qui termine premier dans le groupe C? Donc, Toronto, New England, Montréal et DC United. Vous remarquerez qu'il y a une course, il y a une lutte très serrée entre Toronto et Montréal. C'est là que ça l'a vraiment joué.
Et ça va être intéressant de suivre cette lutte-là. Je vais vous le mettre en plus gros pour être sûr que vous l'aperceviez bien. Donc, Montréal à 46,8, Toronto à 38,7. C'est très, très, très serré. Mais on voit que le Revs et DC United sont loin derrière dans vos perspectives, finalement, de qui mettra la main sur le premier rang dans ce fameux groupe C au sein de la conférence de l'Est. Si je regarde vos commentaires, Yannick qui nous dit « Mon cœur est bleu, blanc, noir ». Le mien aussi, Yannick. Donc, j'espère sincèrement qu'on va être en mesure de connaître un beau parcours, non seulement préparatoire à la reprise des activités dans la MLS, parce qu'on sait que c'est ça le topo, c'est ça le plan, c'est ça qui s'en vient. Donc, on espère sincèrement que l'Impact de Montréal, au cours de cette formule tournoi-là, du côté d'Orlando, va réussir à tirer son épingle du jeu pour être en mesure de poursuivre le calendrier de la saison régulière au moment jugé opportun et par la MLS et par l'association de joueurs et également par les autorités de santé à travers les deux pays, puisque le circuit s'étend donc des deux côtés de notre frontière canado-américaine. Gravel qui nous dit « Toronto, pour eux, c'est un groupe facile, mais dangereux. Ils sont clairement les favoris, mais c'est un derby versus Montréal. DC United veulent leur revanche des séries MLS de la saison dernière et New England contre Toronto, c'est toujours des matchs animés. Allez, Montréal. » Donc, bleu, blanc, noir. Non, mais sincèrement, je reviens sur le commentaire de Gravel. Toronto, c'est un groupe facile, mais dangereux. Je dirais pas ça. Je dirais pas que c'est un groupe facile. Parce que s'il l'est pour Toronto, moi, je les place au même niveau présentement que l'Impact de Montréal. Et tantôt, c'est pour ça. On va en revenir, là. Quand je disais qu'on a de la misère à octroyer notre confiance cette formation-là que présente l'Impact de Montréal, moi, je pense qu'on a tout de notre côté pour espérer aller loin dans cette formule tournoi-là. On a tout pour espérer connaître des bons résultats. Je pense qu'on a eu un début de saison court, oui, mais très, très encourageant. Et si vous allez sur notre site Internet au www.bbnmedia.com et que vous allez surveiller, que vous allez télécharger nos vieux podcasts. Donc, on faisait la pré-analyse des matchs, l'analyse des matchs à chacune des rencontres que l'Impact a jouées cette saison. Donc, avant chaque match, je vous dirais que le niveau de confiance des fans était quand même relativement bas. Et finalement, l'Impact, depuis le début du calendrier, c'est vrai également en Ligue des champions de la CONCACAF, l'Impact a toujours su, à venir jusqu'à présent cette saison, depuis l'arrivée de Thierry Henry, a toujours su tirer son épingle du jeu et trouver un moyen de s'en sortir ou à tout de moins de ne pas mal paraître dans un match. Donc, malgré tout, je pense qu'on avait un début de saison qui pouvait laisser présager de belles choses pour la troupe montréalaise. Donc, là-dessus, moi, je pense que si le groupe est facile pour Toronto, il est facile pour Montréal. Il faut se rappeler que les deux premiers vont passer. Donc, si c'est facile pour Toronto, c'est facile pour Montréal. Voyez-le comme ça. Mais je pense que ça va être un derby très excitant, en effet, Gravel, entre Toronto et Montréal. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. On a dans les commentaires également Dr Foot qui nous dit qu'ils seront troisième dans le groupe. Moi, je les vois vraiment pas, Doc, troisième dans ce groupe-là. Moi, je pense que ça va se battre pour la tête de série. Donc, s'ils ne sont pas premiers, ils vont être deuxième, dépendamment du tirage au sort et du calendrier qui sera proposé. On sait que chacun des clubs va jouer 3 rencontres. Donc, il faudra voir si le calendrier favorisera finalement l'Impact de Montréal.
devrait avoir des nouvelles là-dessus dans le courant de la semaine prochaine. Et, on va vous faire suivre tout ça ici au podcast BBN. Vous voyez juste ici en haut, là, vous pouvez suivre sur Twitter à commercial podcast BBN pour ne rien manquer. Donc, troisième du groupe, moi, je le vois pas là parce que sincèrement, je pense que DC United est un groupe de joueurs et une formation qui sont présentement en reconstruction et sont en train de mettre les pièces du puzzle tous ensemble. Eux aussi, qu'au début de saison, c'est le cas pour tout le monde, mais DC United n'a pas eu le temps de prendre la mesure et de s'adapter, de trouver cette chimie-là finalement pour espérer aller de l'avant et croire en leur chance de bien avancer et de connaître un dénouement positif au tournoi MLS is back. Mathieu nous dit troisième avec 3 matchs nuls. C'est quelque chose qui se pourrait également, mais j'entrevois pas sincèrement l'impact de Montréal. Et je le répète, je n'entrevois pas l'impact de Montréal finir au 3e rang dans le pool actuel. Moi, je pense que les Revs, et on le voit, je reviens au sondage. Clairement, Nouvelle-Angleterre, vous les placez à 8% premier. Donc, il n'y a pas trop de compétition. La lutte va se faire clairement entre Toronto et Montréal. DC United ne sont même pas là, ne sont même pas une menace selon moi. Donc, est-ce qu'on est en mesure de terminer devant les Revs de la Nouvelle-Angleterre? Moi, je pense que oui. Alors, ça amène quoi? Ça amène une lutte au sommet entre Toronto et Montréal, et ça va être super intéressant de suivre tout ça et de voir comment tout ça va s'élaborer. Mais sincèrement, est-ce que je crois aux chances de l'Impact de Montréal de réussir à se glisser au sommet du pôle numéro C? Clairement, la réponse est oui. Je saute immédiatement à la question numéro 2. Qui terminera l'Impact à l'issue de la ronde préliminaire. Vous les mettez premier à 24%, deuxième à 48,3% et voyez-vous troisième à 20%, donc quatrième à 7% à peu près, plus ou moins. Donc, je pense sincèrement que position 3 et 4, c'est réglé, c'est canné. 3, ça va être le Revs de la Nouvelle-Angleterre. Et quatrième place, on va retrouver DC United qui peine à connaître du succès depuis le début de cette saison-là. Avec le repos, avec la pandémie, je crois pas. Sincèrement, je peux être surpris. Je crois pas aux chances de DC United de connaître du succès dans cette ronde-là. Donc, ça laisse quoi? Ça laisse Montréal et ça laisse Toronto champ libre pour les 2 premières places. Et moi, je suis convaincu qu'on peut vaincre Toronto dans un duel de 90 minutes avec 23 joueurs, avec 5 changements, avec Titi sur le banc, avec la charnière centrale qui se retrouve avec un petit peu plus de profondeur. Moi, je pense sincèrement qu'on a ce qu'il faut pour avancer dans cette ronde-là, dans ce tournoi-là. Et je les vois vraiment lutter premier, deuxième. Il y en a, malgré tout, qui sont pessimistes et... vous voyez les 2 commentaires que je vous ai présentés. On place l'Impact troisième dans les 2 cas et c'est les 2 commentaires que j'ai pris avant d'entrer en ligne. Je veux juste qu'on prenne quelques minutes et qu'on regarde le classement de la MLS dans l'Association de l'Est à la suspension le 12 mars dernier pour la pandémie actuelle et les raisons qu'on connaît déjà et qu'on ne reviendra pas là-dessus. Mais si on regarde le calendrier en détail de la MLS, on a Atlanta United qui prône au sommet avec 2 victoires en 2 matchs. Atlanta United sont sans aucun doute parmi les favoris pour le tournoi MLS is back.
Ils sont confortablement là installés. On a au deuxième échelon de l'Est l'Impact de Montréal. Ça, c'est le même club que plusieurs d'entre vous ne plaçaient même pas dans les séries au début de la saison. Souvenez-vous les premiers podcasts qu'on a fait avant même le lancement de la saison. On vous demandait votre feeling, votre feedback, où va se positionner l'Impact à l'issue de la saison. Il y avait très peu de gens de confiance et des gens confiants, des fans, de voir l'Impact connaître du succès et finir, par exemple, top 3 de l'Est. Présentement, ils sont deuxième. Il y a une grosse égalité. Vous me direz qu'ils sont également troisième, sont également quatrième, sont également cinquième. C'est vrai. Par contre, ben, on a 4 buts pour, 3 buts contre. Tu sais, on a quand même une fiche, somme toute, respectable, la même que le New York Red Bull, vous me direz. Alors, il n'y a rien à tout casser. On a également la même fiche que le Toronto FC, c'est vrai, et que le Crew de Columbus. Mais reste que l'Impact est ex aequo avec tout ce beau monde-là, au deuxième rang de l'Association de l'Est. Alors, il serait faux de prétendre que l'Impact de Montréal n'a pas les éléments dans son alignement pour affronter ici Toronto et espérer avoir un duel à tout le moins serré. Ça va être jouable. Ça va jouer au soccer pendant 90 minutes et on va avoir de quoi d'excellent, du foot de qualité à se mettre sous les yeux. Donc, vous serez rivés à TVA Sport sans aucun doute pour regarder ces rencontres-là. Je pense qu'il va y avoir de quoi de bon. Mais DC United est 6e. On a les Revs qui sont 8e ici en bas. Il n'y a rien qui laisse présager que l'Impact pourrait ne pas connaître de succès. L'Impact est 2e, je vous le rappelle, ont joué en Ligue des champions de la CONCACAF également. Ce qui peut être un avantage sur les autres, parce qu'ils ont connu la réalité des matchs à plus de reprises, finalement, qu'on veut que les autres clubs. C'est sûr que le temps d'arrêt fait un peu qu'on shut down le système et qu'on doit repartir et redémarrer la machine à zéro. Vous avez parfaitement raison. Les clubs sont de retour à l'entraînement. Moi, je pense que Titi a une volonté de gagner qui est incroyable, a une force de caractère incroyable et une capacité d'adaptation. Et c'est peut-être ce qui a manqué à l'Impact dans les dernières années et qui vous fait douter présentement des capacités de cette formation-là à connaître le succès. Mais moi, je vais être franc avec vous. Je crois qu'on est en business pour MLS is back. Il ne faudra pas jouer au-dessus de notre tête. Il ne faudra pas jouer non plus dans un excès de confiance. Mais non seulement on a présentement l'Impact de Montréal au deuxième échelon de l'Association de l'Est. Il ne faut pas oublier non plus que le meilleur marqueur depuis maintenant plusieurs mois, c'est Maxi Urruti. Personne donnait ça. Et j'étais le premier l'an passé, et même au début, les premiers podcasts de la saison, à dire « Changez-moi ça, Maxi Urruti, si on a une chance de le laisser partir et de mettre le grappin sur quelque chose de plus profond, avec un meilleur finish. » Mais je suis capable aujourd'hui de faire mon mea culpa et de dire « OK, pour la saison présentement, avec le recul, je suis obligé de vous dire que Maxi a un excellent début de saison. » Et regardez les buteurs. Position 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas un joueur de Toronto FC. Il n'y a pas un joueur non plus du Revs là-dedans. Il n'y a pas un joueur non plus dans la colonne de DC United. Donc, on a également des éléments clés au sein de notre formation qui vont faire en sorte qu'on puisse espérer mettre la main sur quelque chose de très positif dans ce tournoi-là au sein du groupe C de la conférence de l'Est.
Donc, laissez-moi mon enthousiasme, laissez-moi espérer finalement qu'on puisse aspirer à de grandes choses. Mais sincèrement, j'ai beau revirer les chiffres de tous les bords, on a le meilleur buteur de la Ligue, on a un club qui est au 2e rang avec un coach excellent qui est capable de s'adapter. On est en mesure d'aller chercher 5 changements au lieu de 3. C'est sûr que c'est pareil pour toutes les autres formations, mais on va pouvoir encore mieux gérer le banc. Et clairement, corrigez-moi si je me trompe, mais clairement, depuis le début de la saison, Thierry Henry nous a démontré que l'une de ses forces était justement la gestion qu'il est capable de faire de son effectif et la capacité d'ajustement en cours de rencontre pour se maintenir au niveau, sinon surclasser le niveau de l'adversaire pendant les 90 minutes de jeu. Donc, on a vu cette année Thierry Henry débuter un match avec une formule, avec un schéma tactique, avec une stratégie claire, la changer et l'adapter au cours des 90 premières minutes de jeu, des 90 minutes finalement qui composent la rencontre pour aller chercher le meilleur de chaque joueur, le meilleur de son schéma, le meilleur de sa profondeur et exploiter finalement les forces de nos éléments en place, de nos éléments titulaires, de nos subs. Bref, là-dessus, j'ai pas grand-chose à reprocher depuis le début de la saison à Thierry Henry. La seule crainte que j'ai et que je partage avec vous ce soir, c'est qu'il faut faire attention de ne pas créer de maxi-dépendance. On avait l'an passé la Nacho-dépendance. Faudra faire attention parce qu'à part Max, la contribution offensive de l'Impact de Montréal a quand même été relativement tranquille. Donc, on ne doit pas tout laisser reposer sur Max. Et moi, je pense que la force de l'Impact de Montréal et ce qu'elle doit exploiter, c'est de partir très fort dans les 20 premières minutes de jeu. Et après, on calme le jeu. Il n'y a pas de monde. L'Impact a quoi à gagner en donnant un spectacle là-bas? On n'est pas à domicile. On va être là-bas. Il n'y a pas un chat dans les estrades. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de paires de yeux rivés sur le téléviseur et sur les différents services de stream un peu partout au Canada, aux États-Unis et même du côté de l'Europe parce que je pense que ce tournoi-là va rayonner beaucoup avec les ligues qui sont présentement à l'arrêt un peu partout à travers le globe. On sait que ça joue en Bundesliga, mais un peu partout, là, ça tourne encore au ralenti. La reprise des activités se fait lentement mais sûrement. Donc, il va y avoir de l'intérêt axé sur la MLS. Les follow spots vont être là. Mais on gagne quoi à essayer d'impressionner avec un dribble de trop, avec une passe additionnelle? Il n'y a rien. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de public, il n'y a pas... Comprenez-vous? Donc, moi, je pense qu'on va s'en tenir au plan de match. Et d'après moi, c'est le message clair que Thierry Henry devra passer à ses joueurs, ses gangs. Tenez-vous-en au plan de match. Keep your focus on the game. Comprenez-vous? Il y a juste ça à faire pour l'Impact de Montréal s'ils veulent connaître du succès. Thierry Henry va avoir le pouvoir, la capacité de caller les shots tout au long de la game. Les joueurs vont entendre parce qu'il n'y a aucun bruit de fond. Donc, la communication sur le terrain entre le coach et son effectif va être à son summum. Il n'y a rien qui peut empêcher l'Impact de connaître du succès, sinon de tout laisser reposer sur les épaules de Max Urruti. Mais on a des joueurs qui peuvent très bien compenser. Moi, je pense que Anthony Jackson-Hamel peut nous donner un excellent 20 minutes en fin de match. Et c'est le joueur, puis je le sais que ça ne fera pas plaisir à tout le monde parce qu'on l'aime tous, Anthony Jackson-Hamel, puis tu sais, c'est le bombardier, puis on l'aime, puis on le veut avec nous autres, puis on est content de l'avoir dans notre line-up, puis on aimerait ça le voir 90 minutes. Mais force est d'admettre que présentement, ce qu'on veut, le rôle qu'on veut que Anthony Jackson-Hamel
exécutent et réussissent, c'est de jouer un gros 20 minutes en fin de match. Et comprenez-vous que ce 20 minutes-là, ça se peut qu'il n'arrive pas dans une formule où on a 3 changements. Mais dans le présent tournoi, où c'est possible d'effectuer 5 changements, je vous le rappelle, sur 3 calls, donc à 3 moments, on pourra interpeller des changements, mais on pourra procéder au changement de 5 joueurs en tout. Donc, il y a de la place pour qu'on puisse faire entrer Anthony Jackson-Hamel en fin de match. Et si tout le reste de l'effectif est, somme toute, en bonne santé, et on sait qu'il y en a qui comblaient certaines lacunes, qui comblaient certains bobos. Et la semaine prochaine, je vous garantis qu'on se garde un soir pour faire le retour et la rétrospective un peu de l'effectif et du niveau de santé des joueurs de l'Impact de Montréal. Et on sait qu'ils ne sont pas très forts là-dessus sur les communications. C'est purement stratégique et on les comprend, mais on dévoilera pas trop d'informations jusqu'à la reprise des activités et c'est amplement normal. On va essayer de protéger tout ça et de garder tout ça. Donc, en terminant, je vous rappelle que les équipes seront en déplacement à partir du 24 juin prochain, où ils seront attendus au ESPN Wide Sports d'Orlando pour l'accueil et la mise en place finalement de ce tournoi MLS is back. Les premiers matchs se dérouleront le 8 juillet. On a retenu 3 heures différentes dans le format de ces matchs-là. Donc, on va jouer tôt le matin et tard le soir. Question d'éviter la chaleur accablante et extrême de la Floride en après-midi où ça ne serait pas jouable. Et chaque équipe jouera au minimum 3 matchs, maximum 7, dépendamment des résultats. On espère voir l'Impact de Montréal se rapprocher le plus possible de cette rencontre, mais tout est là, tout est jouable, tout est sous le terrain et tout reposera sur la stratégie qu'utilisera Thierry Henry et les membres de son coaching staff pour déterminer si oui ou non l'Impact de Montréal sera en mesure d'aller plus loin. Mais en terminant, je vous invite à nous suivre au www.bbnmedia.com. Jeff Morancy qui était là avec vous ce soir pour vous livrer ce podcast-là en formule vidéo. On va être comme ça pour tester la semaine prochaine, tout au long de la semaine en formule vidéo. On va garder ça comme ça et on va essayer d'améliorer les choses au fur et à mesure. Donc, tranquillement, pas vite, on s'en va vers là. On arrive, on est presque prêt et on va être en place pour tout suivre l'action dès la reprise des activités le 8 juillet prochain. Donc, manquez pas. La semaine prochaine, du lundi au vendredi, nous serons avec vous live. Je serai avec vous du lundi au vendredi sur le coup de 20h. Et là-dessus, je vous invite à nous suivre et à partager. Si vous avez aimé, merci à tous d'avoir été présents et je vous souhaite un excellent week-end à BB.